Mes chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo suite de mes travaux en master. Alors, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller voir les autres que j'ai faites à ce moment. Je vous mettrai la petite playlist que j'ai faite ici dans le petit qui sera juste au-dessus de vos têtes. Je vous conseille d'aller voir cette playlist avant de regarder cette vidéo. Sinon, je pense que vous allez être un peu perdus, sauf peut-être ceux qui me suivent depuis le début. Donc, après avoir abordé en introduction tous les points sur la peste, la lèpre et les pratiques testamentaires, dans une autre partie les sources et l'historiographie, la bibliographie, maintenant on va s'attaquer au cœur du sujet qui sont bien évidemment mon sujet de recherche qui n'est autre que les maladies contagieuses dans la pratique testamentaire à Toulouse au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge. Donc, en premier lieu, on va s'intéresser aux points communs que l'on trouve entre ces deux maladies, parce que oui, on trouve des points communs entre ces deux maladies, alors pas au sens, on va dire, médical du terme, mais plus au sens explication des origines, comment on explique la venue de ces maladies. Bref, on va retrouver pas mal de points communs entre les deux. On va trouver des points communs aussi sur les façons dont on appréhende les malades. Bref, on va voir un peu un grand panel sur de comment les gens à cette époque-là abordaient ces deux maladies. Donc, avant quand même, comme je disais, avant de se pencher véritablement sur les maladies en elles-mêmes, sur les pratiques testamentaires, il est quand même essentiel de savoir de quoi on parle. Donc, faut savoir que quand la peste est revenue, on avait tendance un petit peu, on a tendance au fur et à mesure à l'appréhender un peu comme la lèpre, c'est-à-dire on va retrouver des points communs dans leur façon de les appréhender, dans la façon de les traiter. On va retrouver des points communs, notamment dans l'explication de leurs origines, dans la peur qu'elle véhicule au sein de la population, bref. On va retrouver des points communs au fur et à mesure qu'on va consulter les sources et l'historiographie sur la manière dont les contemporains la voyaient. Donc, en premier lieu, je vous propose en fait de commencer par la peste et la lèpre des origines communes. Ce que j'entends par origine, ce n'est pas l'origine médicale, c'est l'origine que l'on prête à ces maladies, c'est-à-dire des origines qui sont tout sauf scientifiques et médicales, du moins pour l'époque. Donc, on va commencer à chercher l'origine de que ce soit l'une, que ce soit l'autre. Il faut savoir que on explique les deux maladies souvent de la même façon. On va commencer à chercher dans la théorie de l'humeur. Et là, vous allez me regarder avec des yeux extrêmement gros comme des billes. C'est quoi l'humeur, la théorie de l'humeur? C'est une théorie qui puise ses sources, en fait, ses sources, ses racines dans l'Antiquité, plus précisément dans l'Antiquité grecque. C'est une théorie qui met en avant, en fait, les quatre fluides qu'on considère comme vitaux pour l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est le sang, c'est la bile noire, la bile tout court et le liquide lymphatique. Alors, ce qu'on entend par bile noire, en fait, c'est ce qu'on va considérer comme de la mélancolie, un peu limite de la dépression. On pense qu'en fait, cet excès de bile noire peut être à l'origine de ces maladies. Dans les sources d'époque, il faut savoir que le mot contagio, on va y arriver, n'est pas synonyme de contagion, comme on pourrait le penser. C'est synonyme, en fait, de souillure. C'est synonyme, en fait, de tout sauf, on va dire, le mot contagion en lui-même, comme on aurait peut-être un peu tendance à le penser. Ce terme se retrouve tant pour la peste que pour la lèpre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de différence entre les deux à ce niveau-là. Désolée, je commence un peu
avoir les allergies qui reviennent. Donc, cette notion de contagio va plus désigner au fur et à mesure, et aussi au fur et à mesure de la christianisation, plus une notion de péché, la notion de péché originel, et la notion de péché des hommes. En sachant que, on va être quand même d'accord à ce niveau-là, la théorie de l'humeur, c'est une théorie qui a été mise au point par Galien, donc Galien est un peu le précurseur de cette théorie, et c'est une théorie qui a été reprise tant pour la lèpre que pour la peste. Donc, on va d'abord se baser sur cette notion pour en revenir de fluides vitaux, mais on va se baser aussi sur d'autres phénomènes. Et là, vous allez me dire, déjà, la théorie de l'humeur, c'est déjà un truc qui est très, 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 très particulier, mais qu'est-ce que ça va être, les autres facteurs? La théorie de l'humeur, et plus particulièrement cet excès de bile noire, cet excès de mélancolie, cet excès de dépression, et pour les contemporains, à mettre en relation avec des phénomènes qu'on peut qualifier de climatiques, météorologiques. En fait, des phénomènes qui sont un peu, on va dire, environnementaux, si je peux dire ça comme ça. En effet, on pense que cet excès de bile noire est un peu à mettre en lien avec les changements de saison, par exemple. Au niveau des facteurs climatiques, ça va être tout ce qui touche les tremblements de terre, les inondations, tout ce genre de phénomènes en fait que nous, maintenant, contemporains du XXIe siècle, on explique d'une manière tout à fait scientifique, mais qui pour l'époque en fait est à mettre en lien avec cette fameuse bile noire. Pardon. À côté de cela, on a bien conscience non, mais disons qu'on sait plus ou moins, enfin, les contemporains du Moyen-Âge pensent plus ou moins ce que tous ces facteurs environnementaux sont en fait des annonciateurs de la peste. On va pas se mentir, que ce soit dans les facteurs climatiques, environnementaux, astronomiques, en fait, ce sont des facteurs qu'on va mettre en lien avec la venue de la peste. Toulouse ne fait pas exception à la règle. Toulouse connaît énormément, et surtout au cours du 14e, 15e, peut-être plus vers le 15e siècle, des facteurs climatiques assez importants, notamment de nombreuses inondations. On retrouve dans les sources de nombreuses inondations qui se sont passées à Toulouse, quelques incendies et des tremblements de terre. Donc on associe plus ou moins, et les auteurs de l'époque, en fait, les auteurs de sources éditées, ne font pas, on va dire, mettre plus ou moins en avant ce côté facteur climatique, facteur de peste. Donc on peut plus ou moins voir un lien de cause à effet sans pour autant se dire que c'est véritablement un lien de cause à effet. Ces facteurs de cause à effet, ces facteurs climatiques, ces facteurs environnementaux, sont, on va dire, bien mis en avant, bien, si on peut dire ça comme ça, bien, mis en avant, on va dire ça comme ça, mis en avant par certaines hautes autorités scientifiques. Il faut savoir qu'en 1348, soit en plein milieu du début du retour de la peste à l'époque, que ce soit à Toulouse mais aussi dans la France, la consultation de la Sorbonne met effectivement en lien notamment les tremblements de terre et l'origine de la peste. Donc ça montre très clairement qu'il y a une volonté d'associer les deux. Comme on ne sait pas médicalement parlant mettre en lien, comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur la peste, pour introductive, je vous la mettrai dans le petit en haut. Comme on ne sait pas expliquer médicalement parlant l'origine de la peste, on va la chercher dans des
dans des explications qui pour nous contemporains sont saugrenues, mais qui pour l'époque en fait font bonne foi en fait. Mais à côté de cela, on s'aperçoit quand même de certaines choses. Notamment, on sait qu'en 1348 à Toulouse, les épidémies de peste font énormément de ravages durant l'été. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est un été très chaud. C'est un été qui connaît un peu des fortes chaleurs, peut-être pas équivalentes à ce qu'on a connu par exemple cet été, mais qui pour l'époque ressemblait vraiment à des très très grosses chaleurs, comme peut-être on pourrait l'entendre maintenant, mais en beaucoup moins forte, on est bien d'accord. Pardon. On associe, ce qui fait que ça encourage la prolifération, on le sait maintenant, des puces, mais aussi de la peste. À la différence une atmosphère plus humide, peut-être plus chargée en eau, aurait tendance un peu à faire reculer la maladie. Ce sont des constatations, du moins ce que les contemporains ont constaté et qu'on retrouve dans les écrits. Mais il n'y a pas que ça, on retrouve aussi, on voit quand même que des temps de sécheresse ou de d'hiver un petit peu rigoureux font que la maladie recule également. Donc, si on se base un peu sur ça, ça veut dire que l'entre-deux, c'est-à-dire plus ou moins l'entre-deux, et puis même où le froid très 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 fort, fait que la maladie, et je parle bien de la peste bubonique là sur ce coup-là, pas de la peste pulmonaire, a tendance à reculer. C'est vrai probablement pour la peste bubonique, mais ce n'est pas vrai pour la peste pulmonaire. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'une succède à l'autre. Donc en fait, quand vous échappez à la bubonique, vous pouvez tout aussi bien avoir la pulmonaire en hiver. Donc c'est un peu à prendre avec des pincettes, je trouve, pour moi. À côté de cela, on va retrouver des explications astronomiques, astrologiques, un peu des deux. On va surveiller notamment les mouvements des planètes, parce qu'on pense que la peste est à mettre en lien un peu avec les mouvements des planètes, des astres. On va surveiller le passage des comètes, des éclipses notamment solaires, qu'on associe bien évidemment à la venue de la peste, à des venues de catastrophes. On va surveiller tout ce qui est aussi les mouvements de la Lune, bref, tout ce genre de choses qui fait que on met en lien ça avec la théorie de l'humeur. En fait, tout ce que je viens de vous dire là maintenant, ça fait un lien de cause à effet avec la théorie de l'humeur, à quelques différences près. Cette théorie de l'humeur, il faut savoir qu'elle est reprise par les scientifiques de l'époque, notamment Avicenne et ses successeurs, qui vont ne faire que confirmer un peu cet engouement un petit peu pour la théorie de l'humeur, et ce qui fait que cette théorie va perpétuer, va être une façon d'expliquer tant la peste que la lèpre. Il faut savoir que les deux se retrouvent, cette théorie se retrouve chez les deux. On ne fait pas vraiment la différence. Là, je vous ai parlé de la peste, mais comprenez bien que on va expliquer la lèpre de la même manière, avec quelques différences. Je le dis bien. Vous allez retrouver aussi d'autres théories qui sont plus ou moins encouragées par les intellectuels, les médecins, tout le monde, on va dire, un peu érudit de l'époque. Alors, médecins, je vais rappeler un petit peu ce qu'on entend par médecin. Ce ne sont pas des médecins comme on l'entend de nos jours. Ce sont des médecins, ce sont avant tout des intellectuels, c'est-à-dire c'est des gens qui ont plus appris la théorie que la pratique. Les vrais médecins, on va dire, entre guillemets, ceux qui ont vraiment de la bouteille, ceux qui touchent au corps, comme on dit, ce sont plus les barbiers, les chirurgiens que les médecins eux-mêmes. Eux, ils vont juste se contenter de poser un diagnostic et c'est tout. Ce sont des intellectuels, ce ne sont pas des hommes de terrain. Donc,
je fais une petite parenthèse là-dessus pour qu'on soit bien d'accord. Avec ça, tant pour la peste que la lèpre, et peut-être plus l'une que pour l'autre, on va ajouter tout ce qui est corruption de l'air. La théorie de la corruption de l'air, c'est-à-dire que vous allez avoir des miasmes dans l'air qui polluent cet air en question et qu'il faut purifier. C'est-à-dire que on va faire brûler des parfums, on va faire brûler tout un tas de choses pour purifier l'air. Pourquoi? Parce qu'on pense que les deux maladies peuvent se transmettre dans l'air. Ce qui s'avère faux, on se l'entend bien, mais qui pour l'époque en fait constituait une origine probable, notamment pour la lèpre, mais aussi pour la peste. Alors, en plus des traitements, on va dire, des traitements un peu particuliers pour la lèpre et pour la peste, on va retrouver notamment des saignées, on va retrouver notamment des régimes alimentaires, bref, tout un tas de choses qui fait que c'est censé soigner, mais ça ne soigne pas vraiment. Et ça, tous les chercheurs actuels et peut-être pas forcément les médecins de l'époque, mais peut-être tous les chercheurs de maintenant vont mettre l'accent sur le fait que c'est pas là forcément pour soigner, c'est plus là pour aider le malade à faire une espèce de placebo, enfin avoir un effet placebo, à se sentir mieux, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de traitement proprement parlé à l'époque. Autre théorie pour expliquer la peste et la lèpre, on s'entend bien, c'est la notion de punition divine. Et là vous allez me dire, la punition divine, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est Dieu qui est en colère contre les hommes et qui envoie la maladie pour les punir. On peut voir notamment en punition, on l'entend bien pour les péchés des hommes, qu'on soit bien d'accord. Si on compare les deux, on trouve la notion de punition divine, que ce soit pour la lèpre et pour la peste, mais pas au même niveau. On peut voir par exemple la peste comme une punition divine collective, au sens où on va voir une grande majorité de personnes qui sont touchées d'un coup. Ce qui est un peu caractérise les épidémies, vous allez me dire. Oui, mais ça peut être aussi, si on creuse un peu plus, ça peut être vu comme une punition divine collective. C'est une part de la population, voire une population entière qui est touchée. À la différence de la peste, enfin de la lèpre plutôt, on peut voir ça comme une punition individuelle, c'est-à-dire c'est cet homme-là, cette femme-là qui a péché, donc elle a la lèpre. Donc ces personnes-là doivent se repentir. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de processions, on essaye d'apaiser la colère de Dieu, enfin on essaye en fait on va essayer un peu de faire amende honorable, si je peux dire ça comme ça. Et à côté de cela, vous avez d'autres théories que, surtout pour la lèpre, pas pour la peste, mais pour la lèpre, qui pourraient faire sourire, si je peux dire ça comme ça, qui pourraient faire sourire. On va justifier la lèpre par des explications comme je dis, qui peuvent faire sourire, qu'on peut trouver ça un peu aberrante, mais pour l'époque, en fait, c'était pas aberrant du tout, faut le savoir. C'est notamment le fait c'est notamment lié à l'activité sexuelle. Là, vous allez me dire, mais quel rapport, en fait? Pour les contemporains du Moyen-Âge, le fait d'avoir un appétit sexuel trop débordant, d'avoir couché avec des prostituées ou d'avoir couché avec une femme qui est indisposée, ça peut entraîner la lèpre. Et là, vous allez dire, ça part loin. Oui, mais il faut savoir qu'à un certain moment, on associe un peu la lèpre limite à une maladie vénérienne. Donc ça ne choque personne, ce genre
de théorie. Ça ne choque personne, ça nous choque à nous, contemporains du XXIe siècle, mais à l'époque, c'était une théorie qui tenait complètement la route. On met aussi, bon, après on met en avant l'hérédité aussi, comme quoi la maladie est héréditaire, ce qui est vrai. Médicalement parlant, il a été prouvé que la lèpre est héréditaire. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qui est aberrant sur ce coup-là. Mais cette théorie comme quoi un appétit sexuel trop débordant peut entraîner la lèpre, c'est un peu à mettre en avant aussi avec la punition divine. Dans le sens où, puisque tu ne sais pas contrôler tes pulsions, puisque tu as péché, tu es puni d'une certaine manière. Tu es puni, tu dois te repentir. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de manifestations religieuses. C'est pour ça que le lépreux doit faire amende honorable et se conduire comme un bon lépreux pour montrer à Dieu que non, c'est pas parce que j'ai péché une fois, deux fois, que ça y est, je suis une horrible personne. Donc, il y a toute une forme de culpabilisation autour du malade, mais c'était une culpabilisation qui était là pour dire à la personne, tu dois te repentir, tu dois être un bon chrétien et tu dois être aussi un bon lépreux. Donc, c'est un peu, je dirais, c'est un peu une forme de, c'est une forme de piété dans un certain sens. Il faut se repentir parce qu'on a péché, mais ça peut être aussi un peu à double tranchant. Dans le sens que c'est pas, dans le sens où tu n'as pas commis ça, mais tu as la lèpre. Donc, voilà. Avec ces théories, faut savoir que ces théories, ces explications, en fait, la population va en avoir plus ou moins conscience, va essayer peut-être aussi de s'y intéresser plus ou moins, et du coup, il va s'installer un climat de peur qui va entraîner certains débordements et voire l'exclusion des malades, que ce soit pestiférés ou lépreux. Et là, nous abordons ma deuxième partie qui aborde justement cette notion de peur et cette notion d'exclusion. Pour la peur, c'est quelque chose que l'on... C'est cette peur, notamment avec la peste et la lèpre, bien avant cela, elle est présente au sein de la population, notamment quand on voit des malades de la lèpre ou de la peste bien plus tard. On a peur de ces gens-là. On a peur de ces gens-là parce qu'on ne veut pas être contaminé, et puis surtout pour les lépreux, comme il y a l'explication de punition divine derrière, avec d'autres, on se dit, celui-ci est un pécheur, je ne veux pas être moi aussi contaminé, je ne veux pas non plus être vu comme un pécheur. Donc, on a tendance un petit peu à les éviter le plus possible. Cette notion de peur se retrouve dans bon nombre d'ouvrages, dans certaines sources. On va la retrouver, on va essayer même d'inciter les autorités locales à essayer de contrôler les lépreux le plus souvent possible, pour qu'ils se baladent dans toutes les rues de la ville, surtout à Toulouse. Mais j'y reviendrai après. Cette notion de peur est quand même centrale au Moyen-Âge, c'est ce qui permet peut-être aussi pas de contrôler la population d'une certaine façon, mais elle est centrale dans le sens où, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est ma mère qui est au téléphone. Donc je disais, cette peur tend à rendre la population beaucoup plus méfiante, et pas méfiante au sens... on va dire pas méfiante au sens amélioratif du terme, au sens vraiment péjoratif. Cette notion de peur va entraîner une progressive exclusion, en premier lieu, jusqu'au retour de la peste, des lépreux, et puis après des pestiférés dans une moindre mesure. Alors, l'exclusion des lépreux et le retour de la peste dans la même foulée va entraîner un effet un peu pervers, dans le sens où on va accuser les lépreux d'être à l'origine de la venue ou du retour, si on veut, de la peste dans la ville. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer une forme de diabolisation des lépreux. Alors,
Avant cela, je ne vais pas vous le cacher, les lépreux déjà n'étaient pas très bien vus au sein de la population. Ils faisaient déjà partie des populations dites marginales. Et bien là, ça va encore plus s'accentuer. Donc, ces populations-là vont être un petit peu de plus en plus rejetées, de plus en plus mises sur le côté. Et cette notion d'exclusion, on la retrouve dans bon nombre de chroniques, mais aussi dans des travaux beaucoup plus récents. Beaucoup de travaux fondamentaux sur la peste vont mettre en avant justement le fait que les lépreux, et ainsi que d'autres populations marginales comme les juifs, les prostituées, mais ça c'est autre chose, que les lépreux sont carrément mis de côté, voire chassés. Cette question de l'exclusion des malades se retrouve totalement à Toulouse. Toulouse ne fait pas exception à la règle. Si on regarde, et quand je dis malade, c'est peste et lèpre ensemble. Si on regarde les histoires de Toulouse, et plus particulièrement l'ouvrage d'Henri Rabet, disons que même si on s'en doute, ça ne figure pas noir sur blanc. On a peu d'éléments sur les épidémies. On a du mal un petit peu à savoir en fait comment les choses se sont passées. En revanche, ce que l'on peut noter, et ça beaucoup d'ouvrages, que ce soit sur Toulouse ou ailleurs, vont le noter, c'est qu'on va chercher des boucs émissaires. Les boucs émissaires, je pense que je n'apprends rien à personne, ce sont tout simplement des gens qu'on va tenir pour responsables en fait de tous les malheurs de la société. Ça peut être tout et n'importe quoi. En l'occurrence, là, c'est le retour de la peste. On va chercher des responsables. Et les responsables, on va les trouver où? On va les trouver dans les marginaux, bien évidemment. On va pas chercher des responsables ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont, on va dire que ce sont eux qui sont les parias de la société pour certains d'entre eux. Ce qui fait que, au moment de la peste, 1447-1448, on va avoir des mouvements de persécution à l'encontre des lépreux, mais à l'encontre des juifs. Et là, vous allez me regarder, mais pourquoi? Parce que tout simplement, on les tient pour responsables, tout simplement. On les accuse d'empoisonner les puits, on les accuse de faire alliance avec des populations, des royaumes extérieurs. On va les accuser un peu de tout et de n'importe quoi. On les accuse de sacrifier des bébés, on va les accuser un peu de tout. Donc, et surtout de s'allier entre eux. Entre lépreux et juifs, on va les accuser de s'allier entre eux. Donc, c'est ce qui fait que on va voir une progressive recherche de responsables, de boucs émissaires. On va voir des exactions à leur encontre, des persécutions, voire carrément, on va les envoyer au bûcher comme on enverrait au bûcher dans les films Les Sorcières. C'est exactement pareil. Toutefois, je rappelle quand même que la peste ne touche pas seulement, on va dire, les plus pauvres, les gens du peuple. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, mais on va quand même chercher des responsables. À Toulouse, la peste arrive à la Toussaint 1447. Donc ça veut dire quasiment en fin d'année, c'est-à-dire au mois d'octobre, quoi. Octobre-novembre. Donc quasiment vers l'hiver. Et là, j'entends par peste bubonique, c'est-à-dire le premier aspect de la peste. Donc ce qui montre que, même si je vous ai dit précédemment que la peste préférait l'été que l'hiver, là en l'occurrence il y aura pas de distinction, surtout au niveau de la peste bubonique, parce que c'est celle-là qui touche en premier lieu. C'est peut-être un peu l'étrangeté de cette épidémie à Toulouse. Alors c'est vrai que les ravages de la peste font que on va essayer
On va essayer de faire en sorte que la maladie ne revienne pas, ou du moins qu'elle soit moins virulente. On va voir des processions expiatoires qui vont se faire. On va voir tout un tas de choses qui font que, on veut essayer d'apaiser la colère de Dieu. On veut essayer de faire en sorte que, la maladie ne revienne pas. Sauf que manque de bol, la maladie reviendra souvent. Notamment en 1361 où la maladie va revenir mais de façon beaucoup plus violente. Ce qui fait que ces résurgences régulières d'épidémies de peste surtout fait en sorte que la population ne se renouvelle pas forcément. Ne renouvelle pas les générations, il y a des lignages qui disparaissent, enfin, bref, ce que je vous avais expliqué bien avant et précédemment. Ce climat de peur est bien présent. On aura beau essayer de cacher la venue de la maladie, sa gravité et tout, les gens ne sont pas totalement bêtes, ils s'aperçoivent quand même que quelque chose ne va pas. Parce qu'on essaie de limiter les mouvements de foule, on essaie de limiter, de faire en sorte que les gens se rassemblent le moins possible. Mais faut savoir qu'avant cela, les gens vont la population va essayer de se mettre à l'abri dans les campagnes. On pourrait faire un parallèle maladroit avec ce qui s'est passé avant le premier confinement, mais ce serait très maladroit et surtout peut-être un peu prématuré, je pense, même si on peut voir des similitudes. Mais on va essayer de cacher autant que possible la vérité, pour éviter surtout les mouvements de panique, pour éviter la violence, toujours pareil, mais ça ne sert à rien parce que les gens, dès qu'ils entendent le mot peste dans le coin, ils vont s'en aller, ils vont essayer de sortir de la ville, d'aller dans les campagnes, d'aller ailleurs, ce qui fait que certains quartiers deviennent des quartiers un peu fantômes. C'est un peu la conséquence perverse de ça, et surtout au moment des pestes. On va notamment supprimer dans les manifestations où ça rassemble beaucoup de monde, notamment les enterrements, les manifestations de deuil, comme on a pu voir il n'y a pas très longtemps encore. Des mesures de police sont mises en place pour essayer de contenir les débordements, pour essayer de contenir un peu les violences à l'encontre des populations marginales, notamment des lépreux, ainsi que bien d'autres. On va essayer de faire une sorte on va essayer de contenir, on va dire plus ou moins, la population dans une certaine forme de calme, même si c'est quasiment impossible, on va pas se mentir. On peut souligner aussi, toutefois, on va voir un climat également de paranoïa qui va s'installer, qui est exacerbé par divers éléments, notamment, comme je le disais auparavant, la fuite de personnes à l'extérieur, notamment la fuite de nombreuses familles un peu huppées de la ville, donc ce qui fait que les gens sont pas bêtes, ils devinent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la rumeur, ce fameux moulin à rumeurs que nous détestons tous, quelle que soit l'époque, finit un peu par faire faire des dégâts. C'est-à-dire que on va voir les conséquences petit à petit de cette rumeur, notamment au niveau qui va exacerber la peur des gens, mais aussi qui va exacerber un peu le climat de violence déjà bien installé. Ce climat de violence, ça va aboutir à quoi? Tout simplement ça va aboutir à une forme de stigmatisation des populations dites marginales. Comme je le disais, ce climat de peur entraîne une très forte méfiance par rapport aux populations marginales. Et on peut souligner en premier lieu une forme de méfiance, d'abord, par rapport aux prostituées.
En effet, elles font partie de ces populations au Moyen-Âge qui sont très stigmatisées, même si elles ont un statut un peu ambigu. C'est-à-dire que si on se met sur par rapport à la position de l'Église condamne la prostitution, on va pas se mentir à ce niveau-là. Toutefois, elle considère que c'est néanmoins un mal nécessaire, notamment pour éviter les viols, pour éviter les débordements que l'Église constate au niveau des jeunes hommes. Ça permet aux jeunes hommes d'avoir une activité sexuelle sans pour autant que ce soit trop dérangeant. Néanmoins, ça reste quand même très mal vu. Ces femmes, on les incite ces femmes, on leur reproche notamment une incitation à la débauche, à la consommation de leur charme, ce qui fait que elles sont stigmatisées, notamment on les oblige à porter des vêtements, des signes distinctifs, un peu comme on verra pour les juifs. C'est exactement la même chose. Cela est fait pour les distinguer du reste de la population. On essaye ensuite pas de les parquer, mais disons de les contenir. On retrouve par exemple dans certains hôpitaux des quartiers entièrement consacrés aux prostituées. Par exemple, à l'hôpital de la Grave, on retrouve un quartier spécial pour les prostituées. Donc, ce qui fait que on essaie un petit peu de contenir les populations marginales. Alors, les hôpitaux, on verra plus tard, on le verra tout à l'heure, ce sont un peu des structures où on trouve principalement de tout. On a un peu le même problème au niveau des vagabonds. Les vagabonds, les mendiants ne sont pas très bien vus au sein de la société non plus. On les voit comme des propagateurs de peste également. On les voit un peu comme des parias de la société. Donc on va essayer petit à petit de les chasser des villes. À Toulouse, notamment au XIVe siècle, on voit la municipalité prendre les devants pour chasser les vagabonds des villes, pour faire en sorte que... Donc je disais, pour les vagabonds, on va essayer de s'en débarrasser le plus possible parce que, tout simplement, certains viennent carrément de l'extérieur de la ville et donc sont potentiellement des porteurs de la peste et on veut surtout pas avoir à gérer ce genre de choses. On voit également apparaître au moment justement de cette fameuse période des groupes de vagabonds qui se forment. On peut citer les pastoraux qui sont, alors, selon les auteurs, surtout on va dire selon les historiens, c'est tantôt des vagabonds, tantôt des pauvres qui en fait se déplacent un petit peu de ville en ville et qui n'ont que pour seul but en fait de plus ou moins de traquer les populations marginales et de favoriser un peu un climat de peur. À ce moment-là, on peut aussi signaler d'autres populations marginales qui sont les juifs. Et oui, ça peut paraître un petit peu saugrenu, mais les juifs n'étaient pas du tout appréciés au Moyen-Âge. La ville de Toulouse, au début du XIVe siècle, avait déjà pris des mesures pour expulser les juifs de la ville. Alors, beaucoup d'entre eux sont partis notamment en Espagne, mais beaucoup aussi sont revenus entre-temps et se sont plus ou moins installés dans la ville. Donc malgré que la ville voulait expulser les juifs complètement de ces murs, il n'empêche que certains sont restés ou certains sont partis mais sont revenus. Donc en fait, ils ne sont jamais vraiment partis. Cette stigmatisation des juifs, en fait, elle n'est pas propre au XIVe siècle. Elle remonte au siècle d'avant, c'est-à-dire au moment du concile de Latran IV, de 1250, qui favorise un peu cette stigmatisation des juifs, notamment en encourageant le port pour eux de signes distinctifs. Vous allez me dire, mais on pourrait tout aussi bien relier cette mesure
à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Juifs devaient porter l'étoile jaune. Ben, c'est exactement un peu le même principe, en fait. C'est-à-dire qu'on voulait distinguer les Juifs du reste de la population, comme on voulait distinguer les prostituées du reste de la population par le port, par exemple, de vêtements particuliers. Ben, c'est la même chose. On a ce souhait de vouloir distinguer telle catégorie de personnes d'une autre. C'est tout simplement de la stigmatisation. C'est tout simplement ça. Le concile veut que les Juifs soient, on va dire, distincts des chrétiens. Alors, pourquoi, on va dire, on impose ça? Ben, tout simplement, il y a des arguments religieux plus qu'autre chose derrière. Ce qui est reproché notamment aux Juifs, c'est notamment pas mal, on va dire, comment dire, on va dire de griefs. On leur reproche pas mal de choses. On leur reproche, comme pour les lépreux, par exemple, d'empoisonner, puis de collaborer avec les lépreux eux-mêmes, de collaborer avec des rois étrangers, des choses comme ça. On leur reproche le fait, par exemple, et c'est l'argument de poids, de ne pas reconnaître le Christ comme étant le Messie. En effet, pour la religion juive, le Christ n'est pas considéré comme le Messie. Les Juifs attendent toujours le Messie à proprement parler, mais pour eux, ce n'est pas le Christ. Et ça ne passe pas au sein de l'Église chrétienne. C'est pour ça qu'il y a toujours un peu cette animosité. Vous avez ça, vous avez le fait que la religion juive ne reconnaît pas la transsubstantiation, on va arriver à prononcer le mot correctement, qui est le fait que le pain et le vin sont le corps et le sang du Christ. Ben pour les Juifs, ce n'est pas le cas en fait. Et ça ne passe pas non plus. Donc déjà, vous avez ces arguments-là qui ne passent pas. Ça ne passe pas et c'est pour ça que vous retrouvez pas mal de persécutions tant pour les Juifs que pour les autres. Et aussi, et ça, c'est pas propre à Toulouse, même si à Toulouse, ils sont présents, ils sont installés, vous avez des ordres mendiants qui carrément font des campagnes anti-juives. C'est-à-dire qu'ils vont encourager, qui vont plus ou moins favoriser un peu ce climat, je dirais, stigmatisant pour eux. Notamment avec le retour de la peste, par exemple. Notamment, ces prêches vont plutôt se faire dans les campagnes plus que dans les villes, parce que dans les villes, ils sont très présents, et puis dans les villes, c'est ce qu'il y a de plus facile pour faire un peu de com, mais surtout dans les campagnes les plus reculées. Donc, tout simplement, ce sera un argument de poids pour dire les Juifs, on n'en veut pas, il faut les expulser. Certains d'entre eux vont carrément finir au bûcher. Ils vont finir au bûcher comme pour les sorcières. Là, ce sera la même chose. Et à côté de toutes ces populations, les Juifs, les prostituées, les pauvres, les lépreux, toutes ces populations marginales, on va trouver dans les corps de profession également des marginaux. Ça va concerner plus les professions qui font des métiers comme on qualifierait un peu salissants, un peu dégoûtants, les tanneurs, les bouchers, en fait tout ce qui a un rapport un peu avec le sang. Ces professions-là ne sont également pas bien vues, même si elles sont considérées comme nécessaires. Ensuite, on peut faire une forme de parallèle, de simultanéité entre l'attitude marginalisante des lépreux et des pestiférés. En effet, on retrouve dans le processus de marginalisation des pestiférés ce qu'on retrouve principalement chez les lépreux. Il faut savoir que les mesures prises pour la lèpre, en fait, ont donné le pied à l'étrier pour celles
qu'on va faire pour les pestiférés. Notamment, ça va être par la prise en charge des malades, par la réaction collective des gens. Bref, ça va donner un peu le pied à l'étrier à ce genre d'attitude. Cela va également se retrouver, tout simplement, dans la réaction que les gens vont avoir vis-à-vis toujours pareil de ces populations marginales. C'est-à-dire qu'on va retrouver des exactions, des massacres, par exemple, de juifs, qu'on va tenir responsables de la venue de la peste. Ça va être pareil pour tout ce qui concerne la rumeur publique, vis-à-vis de la lèpre, parce que dès qu'on voit un lépreux dans le quartier, bien évidemment, vous savez un peu comment ça se passe, ça fait du bouche à oreille, et bien évidemment, les gens, tout le monde est au courant. C'est pareil pour la peste. Donc, on peut trouver une forme de simultanéité, une forme d'effet miroir des deux côtés. Et c'est ce qui est d'autant plus, je dirais fascinant, mais d'autant plus perturbant que les gens assimilent un petit peu cette façon d'agir des deux côtés. Enfin, disons que ça fait un petit peu, comme je dis, un effet miroir, mais aussi un effet pervers. Ça va augmenter encore plus le sentiment d'insécurité qui règne, c'est-à-dire que, en plus d'avoir peur de côtoyer des populations marginales, on va avoir peur de tomber malade. Donc en fait, on va avoir un peu cet effet boule de neige de vous avez, je sais pas, des lépreux, des juifs dans votre quartier, vous risquez peut-être de choper la peste ou la lèpre. Donc ça va augmenter un peu cet effet un petit peu pervers que peuvent avoir la rumeur publique, l'insécurité. C'est un petit peu, comment dire, c'est un peu une forme de paranoïa. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une forme de paranoïa. Mais dans ce cas-ci, on peut se poser certains nombres de questions. Par exemple, le lépreux, comment on le définit par rapport à d'autres? Tout simplement, les explications pour définir un lépreux, on n'a pas de livre à proprement parler à l'époque pour dire telle personne est lépreuse ou pas. On va chercher dans la Bible, on va chercher dans l'Ancien Testament, on va regarder, on va prendre en exemple l'exemple de Job, qui a toutes les catastrophes du monde sur lui, il chope la lèpre et il fait preuve, on va dire, de repenti. C'est l'image du lépreux parfait, parce que c'est le bon lépreux, c'est celui qui se repentit, c'est celui qui se comporte admirablement et humblement, c'est l'exemple à suivre. Car il ne faut pas se mentir, aux yeux de la société et de l'Église, surtout, le lépreux est un mort en sursis, c'est-à-dire que le lépreux, quand la personne est déclarée lépreuse, et je vous ai plus ou moins expliqué comment cela se passe en temps normal, le lépreux est considéré comme un mort aux yeux de la société. À Toulouse, en 1345, c'est un petit peu avant la période traitée, mais déjà ça donne, je l'ai inclus parce que ça montre bien cet effet de il faut que les lépreux restent bien à leur place et qu'ils se mêlent pas aux autres. On a un mandement du roi qui ordonne à la ville de contrôler un peu les lépreux, voire inciter à la dénonciation des malades, et dans un intérêt purement, on va évoquer l'intérêt général, on va une forme de sécurité sanitaire, mais aussi on veut essayer de contrôler la population lépreuse le plus possible. Donc il y a un effet un peu pervers, c'est ce que je disais, un effet de dénonciation, un effet de rumeur publique qui fait que on augmente, on fait une sorte de sac de nœuds, un peu un moulin à rumeurs qui se met en place. Donc ça montre que le problème des lépreux ne touche pas seulement les villes, on s'en inquiète pas forcément dans les villes, on s'en inquiète partout, jusque dans les plus hautes sphères du royaume. C'est pour ça qu'on incite à ce que les lépreux soient un petit peu, soient un peu plus contrôlés, qu'ils ne se baladent pas partout dans la rue, qu'on sache à peu près où ils se trouvent. On essaye un peu de les fliquer. Si voilà, le mot plus juste serait fliquer. Quand le diagnostic est posé, diagnostic de lèpre, j'entends bien, est posé,
on assiste à un certain processus. Le diagnostic de lèpre, enfin du lépreux, c'est fait par des juges, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur la lèpre, par des juges, par des prêtres et par des médecins. Et comme je vais me répéter, les médecins sont des intellectuels, ce ne sont pas des médecins à proprement parler. Ils n'ont jamais touché un corps humain de leur vie. C'est juste des gens qui sont allés à la fac de médecine et qui n'ont pas la connaissance anatomique qui va avec. Ça n'a rien à voir avec nos médecins actuels en fait. Ils vont s'établir juges et ils vont décider si la personne doit être exclue ou pas. Si la personne est exclue, la chose malheureusement est la suivante. La personne déclarée lépreuse va assister à une messe funéraire. Donc c'est comme elle assiste à sa propre messe funéraire. Elle assiste à son propre enterrement, c'est-à-dire qu'elle doit rentrer dans le trou creusé pour elle. Elle doit y rentrer et on la déclare mort au sein de la société. Son mariage est dissous, elle ne peut pas hériter, ce qui pose problème d'ailleurs pour la documentation, pour les pratiques testamentaires, mais on y reviendra. Et elle ne peut pas faire de legs, elle ne peut rien faire, elle est déchue de ses droits civiques. Donc, c'est comme si vous aviez un fantôme qui se balade en fait. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui n'a pas d'existence. Donc, quand la personne est déclarée malade, deux choix s'offrent à elle. Soit elle accepte d'aller en léproserie, ce qui est la meilleure chose pour elle, soit elle reste chez elle. Ce qui peut être une solution en soi, mais le mieux qu'on puisse faire pour eux, c'est toutefois d'aller en léproserie. Comme je l'ai dit un peu précédemment, et c'est pour les prostituées, pour les juifs, les lépreux doivent porter des signes distinctifs. Le port d'un vêtement est obligatoire, mais aussi la présence d'une crécelle, qui est une forme de clochette, est également pas conseillée, mais vivement obligatoire, pour signaler le passage du lépreux quand il se balade dans les rues et demander la charité. Mais ça, je vous renvoie à la vidéo de la lèpre que j'avais fait il y a un bon moment de ça. Donc, c'est un peu une répétition de ce que je vous dis, mais bon, voilà, c'est exactement la même chose. Mais il n'y a pas que ça. Les lépreux sont également soumis à des interdits, à des restrictions. Ils ne peuvent pas se balader dans certaines rues, ils ne peuvent pas aller dans des lieux publics, ils ne peuvent pas aller boire dans les fontaines. Bref, ils sont vraiment stigmatisés. Ils sont, ils sont considérés vraiment comme des parias. On a peur de la contamination, on a peur de toucher à lépreux, on a peur même de s'en approcher. On veut les mettre le plus loin possible. C'est un peu pareil avec les pestiférés. Quand ces derniers sont guéris, on les veut le plus loin possible. Le plus loin possible, de préférence, c'est loin de nous. Et là, on peut faire quand même un parallèle avec la peste. La lèpre comme la peste ne touche pas spécialement les pauvres. Ça touche tout le monde, toute catégorie de personnes confondues. Hommes comme femmes, ça touche tout le monde. Il ne faut pas oublier que ce genre de maladie ne fait pas de distinction de sexe, de race, tout le monde peut être touché. Ce n'est pas propre aux malades. Ces lépreux et ces pestiférés sont pris en charge dans des structures. Ces structures, on va les appeler les léproseries, malâtreries dans le sud de la France, et les hôpitaux. Et c'est là que je vais amorcer ma troisième partie. Même si la peste tente à revenir en Europe, et même dans la ville, on s'aperçoit toutefois de quelque chose. La lèpre était très présente en Europe, on va pas se mentir, elle était présente depuis pas mal de siècles et pas mal d'années. Toutefois, au XIVe, XVe siècle, on s'aperçoit que la maladie tend à reculer. Alors, certains historiens pensent que c'est peut-être dû au fait que la peste soit de retour, ou on ne sait pas.
Certains pensent ça, d'autres vont penser autre chose, mais moi personnellement je n'adhère ni aux unes ni aux autres, je ne fais que constater les faits. Ce qui fait que la prise en charge, on va dire, le nombre de lépreux est beaucoup moindre et certaines structures tentent à fusionner ou à fermer. Ça, on va le voir. Ce qui fait qu'on a moins tendance en fait à se soucier des lépreux parce que les pestiférés sont en plus grand nombre. Mais toutefois, il faut quand même souligner que même si la peste progresse a fait des allers-retours assez fréquents, on voit quand même même si la population diminue, elle arrive à se régénérer, mais ça reste quand même relativement compliqué. Si on regarde un peu dans les histoires de Toulouse, et là je prends Henri Ramet, je prends Philippe Wolf par exemple, on a peu d'informations en fait sur le contexte de comment les lépreux sont traités, et s'il en reste aussi, il y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres, tout simplement. Il y a très peu de chiffres. Les seuls qu'on peut éventuellement trouver, enfin pas trouver, mais disons les seules informations qu'on peut trouver, ce sont peut-être dans les registres de léproserie, et encore. On a très peu d'informations là-dessus. Les seules choses qu'on peut trouver éventuellement dans ces ouvrages-là, c'est les listes d'hôpitaux et de léproseries qui sont encore en activité à la période que j'ai traitée. Ça donne à peu près une idée des structures qui sont encore en place, s'il y en a qui ont disparu, s'il y en a qui ont fermé, s'il y en a qui ont fusionné. Ça donne une idée globale, mais ça ne donne pas, on va dire, une documentation suffisante, surtout par rapport à Toulouse, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment, en fait, comment les choses sont traitées. Alors, faute de documentation, faute de sources, parce que ça, malheureusement, ça a beaucoup joué. Mais peut-être aussi qu'on n'a pas peut-être tenu indispensable de tenir des registres, des livres par rapport à ça. Ce n'est que mon opinion. Au niveau des professions que l'on peut citer, on retrouve, et je parle bien des professions que l'on peut trouver, surtout, aussi étonnant que ça puisse paraître, dans les hôpitaux, dans les léproseries, ce sont notamment des professions de chirurgien ou de barbier, voire les deux. Les deux, des fois, peuvent être combinés. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là ? Tout simplement, comme je vous le dis, les médecins, au sens où on l'entendait à l'époque, sont des intellectuels. Donc, ils n'ont pas de cours d'anatomie. Les barbiers et les chirurgiens, et des fois les deux pouvaient être cumulés, ont une connaissance approfondie de l'anatomie. C'est eux qui opèrent, c'est eux qui font les incisions des bubons. Donc, l'anatomie, ils s'y connaissent un peu plus. Donc, ça n'a rien de surprenant de les trouver, en fait, dans ces registres-là. Ça n'a rien, on va dire, d'étonnant. Ces établissements, et là je parle des hôpitaux peut-être plus précisément, accueillent des populations marginales, mais peut-être plus des léproseries que des hôpitaux, surtout en ce cas-là, accueillent des populations marginales. Alors déjà ceux pour qui ils sont destinés, mais plus tard avec le fait que les hôpitaux sont blindés à cause des malades de la peste, ils vont accueillir eux-mêmes des malades des malades pestiférés, mais aussi d'autres types de personnes, comme par exemple les prostituées. Si vous préférez, à l'époque, il y avait pas autant de lits d'hôpitaux qu'on peut l'entendre maintenant. C'était vraiment des choses très très restreintes. Donc, il fallait bien mettre les malades quelque part. Et les léproseries, comme la maladie tendait à reculer, on s'est dit, on va recycler ces lits-là pour d'autres personnes. C'est d'un point de vue économique et logique. Même si, le but des léproseries, ce n'est pas d'accueillir les malades de d'autres maladies en premier lieu. Vous allez me dire, dans ces cas-ci, mais puisque la lèpre tend à reculer,
puisque la peste tente à arriver et qu'on a peu d'informations, où est-ce qu'on peut trouver des informations sur les lépreux? Ben, on trouve certaines informations au niveau des lépreux et surtout des léproseries et des maisons de lépreux, parce que les maisons de lépreux sont un peu des mini-léproseries. On va dire que c'est un peu des annexes. Où est-ce qu'on peut trouver de la documentation? Ben, tout simplement, dans certains testaments, on retrouve des legs, des aumônes faits à ces maisons. Ça peut être des familles de lépreux, ça peut être des lépreux eux-mêmes, ça peut être tout un tas de personnes. En fait, des gens qui sont vraiment, qui ont un souhait en fait de faire une bonne action envers ces personnes. Et ça, les legs profanes, les legs charitables, on les verra dans une autre vidéo. Concernant tous les hôpitaux, on retrouve plusieurs hôpitaux à Toulouse. Il n'y a pas que la Grave, mais l'hôpital Lagrave est celui qui va revenir le plus. C'est celui qu'on va avoir le plus de mentions. L'hôpital Lagrave et l'hôpital Sainte-Radegonde. Sainte-Radegonde, bon, c'est un drôle de nom, mais c'est comme ça. On va retrouver ces hôpitaux-là, parce que ce sont les plus connus, peut-être les plus utilisés à cette époque-là, avec d'autres bien sûr. Dans les documentations, on peut trouver des fondations de léproseries et d'hôpitaux également. Parce que tout simplement, il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de léproseries, donc on essaie d'en créer, même si elles sont petites, on essaie d'en créer. Mais il ne faut pas se leurrer, malgré ça, il n'y a pas de réel traitement dans ces structures. Pas de traitement médical au sens où on l'entend de nos jours. On va faire des régimes, on va prescrire des régimes alimentaires, des saignées, des trucs, mais ce n'est pas des traitements médicaux. C'est plus du placebo qu'autre chose. Ces structures-là, pourquoi on les crée dans ce cas-là, si ce n'est pas pour soigner les gens? Mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est pour contenir les malades. C'est pour éviter que les malades de la lèpre, de la peste, propagent le mal, mais errent dans les rues. On veut essayer de contenir, de prendre en charge d'une certaine manière ces gens, parce que tout simplement on ne veut pas, parce que déjà, d'une part, les autorités de la ville l'obligent, et puis surtout, on n'a pas forcément envie d'avoir des malades à grande échelle dans les villes, même si, pour le cas de la peste, c'est un petit peu raté, on va dire un peu la chose comme elle est. Et comme pour les lépreux, ce sont des gens qui sont déchus de leurs droits, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on est censé en faire? C'est ça le souci, surtout qu'on ne fait pas vraiment la distinction à l'époque entre les hôpitaux et les maladeries, parce que bon, dans le sud de la France, on appelle ça des maladeries, enfin des lazarets. On ne fait pas la différence entre les deux, parce que tout simplement, les deux prennent en charge des malades. Donc, c'est un peu compliqué, ce serait un peu comme l'équivalent des cliniques et des hôpitaux de nos jours, même si les cliniques sont des structures privées. Mais concrètement, c'est un peu la même chose, ça a vocation de soigner les gens, mais on ne fait pas la distinction entre les deux, c'est tout. C'est comme ça, à cette époque, on ne fait pas la distinction parce que les deux accueillent des malades. À Toulouse, s'il y a eu des léproseries beaucoup plus importantes, avant le XIVe siècle, à partir de là, il y a des structures importantes au XIVe siècle, on va pas mentir, mais disons que on en dénombre, et c'est peut-être les plus cotées, les plus grosses, on dénombre 10 maladeries à Toulouse. Certaines, la plupart de ces constructions remontent quasiment au XIIIe siècle. Pourquoi? Parce que là, il y avait des lépreux, pas à tous les coins de rue, mais il y en avait beaucoup, beaucoup plus qu'au XIVe. Ces structures attirent également énormément de formes de charité, sous plusieurs formes. Elles attirent, elles attirent à elles ne certes pas une certaine forme de sympathie, mais on cherche à les entretenir parce que on a conscience à cette époque que c'est le seul moyen qu'on a de contenir les malades. Donc on va retrouver énormément de charités qui sont faites à leur rencontre. Ça peut être, je sais pas, des dons de draps, des dons d'argent, de meubles, ça peut être tout un tas de choses. Mais ça, de toute façon, les dons, on y reviendra plus tard. Par rapport aux léproseries, même si elles sont au nombre de 10 et même si
certaines, enfin, tentent petit à petit à disparaître au cours du 14e, 15e, ces léproseries se financent d'une certaine façon, déjà par le soutien de la charité, parce que ce sont des structures charitables, mais pour l'administration, elles s'administrent plus ou moins toutes seules, sauf si elles sont sous la coupe en fait des capitouls, qui éventuellement commencent petit à petit à les racheter à partir de 1337, et qui veulent un peu avoir, pas le contrôle, mais qui commencent un petit peu à s'y intéresser et à vouloir un peu les contrôler. Toutefois, il faut quand même souligner plusieurs choses. Même si les léproseries ne sont pas des prisons, ce ne sont pas non plus des endroits où on a envie d'aller. On peut signaler quelques dérives, notamment le fait que la loi pousse des personnes saines à aller en léproserie, soit parce que elles ont été en contact avec un lépreux, ou pour tout un tas d'autres raisons. Donc ce qui fait que même si la prise en charge tend à s'améliorer, à être beaucoup plus carrée, elle a quand même ses gros désavantages. À l'inverse des hôpitaux, si les léproseries sont gérées soit seules, soit sous la houlette des capitouls, les hôpitaux sont gérés par des institutions religieuses. Même jusqu'à encore, il y a une période très très récente, même jusqu'au milieu du XXe siècle, on retrouvait des bonnes sœurs qui faisaient les infirmières, qui s'occupaient des malades. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau en soi. C'est pas quelque chose qui est nouveau en soi, c'est pas quelque chose, on va dire que c'est pas quelque chose d'archaïque. Au niveau des léproseries, vous allez me demander, mais les léproseries c'est bien beau, mais où est-ce qu'elles peuvent se trouver? Parce que les hôpitaux, on sait à peu près où ils sont, enfin, l'hôpital Lagrave, on voit à peu près où il est maintenant, mais on peut me demander, mais où est-ce que sont les léproseries à l'époque? C'est tout bête, les léproseries, étant donné qu'on veut éloigner le plus possible les malades, on va les construire en dehors des murs de la ville, c'est-à-dire sur les routes commerciales, non loin des remparts, on va les construire en dehors de la ville, même si on regarde un peu les cartes d'époque, on retrouve une maison de lépreux au sein même de la ville. Mais bon, ça va être une maison de lépreux qui a été faite, qui a été créée probablement parce que les hôpitaux, enfin les léproseries les plus proches entre guillemets, même si tout est relatif, devaient être beaucoup trop loin pour les familles, et donc il y a eu une fondation d'une maison de lépreux quasiment à côté. C'est pas quelque chose, on va dire, qui est aberrant, c'est même au contraire très logique. Ce qui est relativement logique. Mais également, il faut quand même souligner que certaines certaines léproseries sont transformées en lazarets. Et là, vous allez me dire, mais lazaret, léproserie, maladrerie, c'est un peu la même chose. Certes, mais le lazaret, et c'est peut-être le petit point de différence qu'il y a, c'est que il peut accueillir des malades de la peste. Comme je vous l'ai dit au tout début, la tendant à reculer, on va faire rentrer dans les structures qui accueillaient initialement des lépreux, des malades de la peste. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus où les mettre. C'est un peu pareil je pense pour les cimetières. Les cimetières, notamment les cimetières de lépreux, étaient non loin des léproseries en temps normal. Parce que tout simplement, les cimetières tendant à disparaître un peu au Moyen-Âge, les cimetières intérieurs, ont tendance un peu à disparaître, surtout à l'intérieur des villes ont tendance à disparaître. On va plutôt enterrer les gens le plus loin possible des villes. Parce que tout simplement, le cimetière au Moyen-Âge n'était pas un endroit comme on l'entend de nos jours. C'était un lieu de rassemblement, c'était un lieu public tout simplement. Ce n'était pas quelque chose qui était cloîtré, c'était quelque chose qui était ouvert. Avec la venue de la peste, on va déplacer les cimetières en dehors des villes, et de préférence loin, et on va tenter un peu de cloisonner la chose. Donc, les cimetières de léproserie
je pense, ne font pas exception à la règle. Ça fait partie un peu des conditions de vie, un peu des malades, enfin des conditions de vie, même si tout est relatif. Ça fait un petit peu partie des aléas, on va dire, de cette époque un peu particulière. Tout cela a pour but d'essayer d'endiguer la maladie tant l'une que l'autre. On essaie d'endiguer le plus possible la maladie, on essaie de trouver des traitements qui essaient de marcher, on essaie de se baser sur beaucoup de choses, mais qui font que ça ne marche pas toujours. Au niveau des saints patrons, tout simplement, les saints patrons des lépreux, il n'y en a pas énormément. Vous avez en premier lieu Saint Lazare, qui est le saint patron des lépreux, le plus connu. Mais vous avez aussi Marie-Madeleine. Et là, vous allez me regarder, Marie-Madeleine, what? Pourquoi? Marie-Madeleine, tout simplement parce que dans la Bible, Marie-Madeleine, c'est l'image de la pécheresse, tout simplement. C'est l'image de la pécheresse repentie. Et c'est aussi, on va dire, la sainte patronne des léproseries de femmes. Parce que oui, il y avait les femmes et les hommes disons qu'il y avait aussi des léproseries consacrées uniquement aux femmes, pour éviter probablement que les lépreux se reproduisent entre eux. Mais ça, j'y crois moyennement en fait. Tous ces renseignements, on les trouve, comme je vous l'ai dit, dans les registres des léproseries. Je pense uniquement parce que pour avoir regardé un peu partout, il n'y a pas de mention de léproserie, de traitement de lépreux dans ce que j'ai pu lire. C'est comme si les lépreux avaient été gommés, en fait. C'est comme si dans les sources manuscrites, enfin, dans les sources éditées plutôt, pas manuscrites, les lépreux avaient été gommés à coups de gomme. On en parle très peu. Donc, il y a très peu de documentation qui permettent de se faire une idée de ce que de se faire une idée de comment les lépreux étaient appréhendés. Et là, vous allez me demander, si les léproseries accueillent les lépreux, en temps de base, les pestiférés sont accueillis dans les hôpitaux, oui, mais qu'est-ce qu'il y avait comme hôpitaux à Toulouse? Parce que si on mettait des fois les malades de la peste dans des lazarets, alors soit il n'y avait pas assez d'hôpitaux, soit ils étaient bondés, soit il n'y en avait pas assez. Je vais y venir. La question des hôpitaux, me demanderez-vous. À Toulouse, les hôpitaux s'inscrivent un peu dans le cadre des mesures exceptionnelles qui sont prises par la ville pour essayer de contenir la maladie et surtout de contenir la peste. Comme je vous l'ai expliqué, on essaie de contenir la lèpre, mais on essaie aussi de contenir la peste autant que l'on peut. Les hôpitaux ont ce but un petit peu particulier qui est de vouloir en fait qui est de vouloir améliorer la vie de la population, mais surtout de contrôler la population malade, surtout. On souhaite, en mettant les gens dans les hôpitaux, connaître un petit peu le nombre de morts et ceux qui sont malades ou qui ne le sont pas. Ça a un but aussi de, de quantifier un petit peu les malades dans un certain sens. Ces hôpitaux s'inscrivent également dans les mesures de quarantaine qui sont prises, notamment au moment de la peste, car, comme je vous l'ai expliqué préalablement dans ma vidéo introductive sur la peste, que je vous mettrai dans le petit, en espérant que je n'oublie pas, c'est que la mise en quarantaine est justement commence à se mettre en place à cette époque. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est contemporain à notre époque, ça existait déjà. Cela s'inscrit normalement, c'est une mise en quarantaine qui est bon pour les malades, mais aussi pour tout ce qui est contenir la misère et contenir aussi les pauvres. Parce qu'au tout début, la peste touche tant les pauvres, certes, mais aussi les riches, mais principalement les pauvres.
on veut mettre en place de quoi préserver la population, mais également, avec la quarantaine, essayer d'entamer un processus d'isolement des malades. Ce processus tend à s'affiner petit à petit au fil des ans, parce qu'il faut savoir que même si on commence à peu près à savoir comment on fait des quarantaines, on n'a pas, on va dire, le recul qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire suffisant pour pouvoir mettre une quarantaine en place. On essaie de limiter les contacts entre personnes saines et personnes malades. C'est le cas pour la peste, c'est aussi le cas pour les pestiférés, enfin pas les pestiférés, les lépreux. Les lépreux, en fait, qui refusent d'aller en léproserie ou qui ont du mal à aller en léproserie, en fait, vont s'exiler dans des cabanes, dans des petits cabanons qu'on emménage à peu près pour eux. C'est pour essayer déjà d'une part de s'isoler eux-mêmes, mais aussi de s'isoler eux-mêmes, mais de contenir d'une certaine façon la maladie. C'est pareil avec les hôpitaux. Quand on met les gens soit dans des petites structures, soit dans des hôpitaux, on a cette volonté de contenir la population, tant malade que saine, d'une certaine manière. On a également recours, dans certains cas, à l'isolement au domicile, c'est-à-dire qu'on va enfermer les gens chez eux, soit parce qu'on les suspecte d'avoir la peste, ou même la lèpre, peu importe, soit parce qu'on sait qu'ils sont malades, mais qu'ils ne souhaitent pas aller dans ces structures, qu'ils souhaitent rester à leur domicile. Donc ces gens-là, comme je l'ai expliqué déjà préalablement, restent chez eux, mais ils n'ont pas trop de contact avec l'extérieur. Ils sont nourris avec des paniers repas, ce genre de choses. Et comme disons que j'ai envie de dire un peu comme toute décision qui se durcit au tout début, la chose tend à s'adoucir un peu, notamment pour les pestiférés. Ils ont l'autorisation de sortir, mais comme pour ce que je vous ai expliqué pour les juifs, pour les prostituées, pour les lépreux, les pestiférés eux-mêmes doivent porter des signes distinctifs, des vêtements distinctifs, et notamment ce qui caractérise le lépreux, enfin pas le lépreux, le pestiféré, c'est la présence d'un bâton blanc. Ce qui veut dire, je suis pestiféré, attention. C'est un peu comme si vous aviez un gros panneau de signalisation dessus de votre tête. C'est un peu le même principe. Donc, concernant les hôpitaux, à Toulouse, vous avez bien sûr l'hôpital. Vous avez dans les hôpitaux, il y a une volonté de concilier, comme dans les léproseries, de concilier l'isolement des malades, mais aussi les soins. Et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit précédemment sur les soins, c'est plus, on va dire, quelque chose qui est de l'ordre. C'est pas vraiment des soins comme je le disais à proprement parler, mais pour l'époque, ça consistait à être des soins. À Toulouse, c'est l'hôpital Lagrave principalement qui prend en charge les malades de la peste, parce que bon, c'est l'hôpital qui a le plus qui a un personnel suffisamment qualifié, suffisamment nombreux pour les prendre en charge. Mais ça a une vocation aussi de surveillance, de surveiller les malades, d'une surveillance constante des malades, d'une prise en charge constante, et aussi, comme je disais, pour pouvoir les soigner plus facilement. C'est d'ailleurs l'hôpital que l'on retrouve le plus souvent dans les sources, et aussi qu'elles soient manuscrites ou autres, mais aussi dans les ouvrages qui traitent de la ville de Toulouse. Les autres viendront beaucoup plus tard. Enfin, disons, ils sont là, mais ils ne font pas l'objet d'une attention identique que celui de Lagrave. Toutefois, ces hôpitaux rencontrent un certain nombre de problèmes. Alors, en plus de la surpopulation des malades en période d'épidémie, il y a notamment un problème d'hygiène. Il y a beaucoup de problèmes d'hygiène à ce moment-là. Les hôpitaux d'époque n'étaient pas aussi clean que nos hôpitaux actuels, qu'on se l'entende bien. Il n'y avait pas autant de mesures drastiques
que l'on connaît à l'heure actuelle. Au Moyen-Âge, c'était tout à fait différent. Vous avez le problème des malades, de l'hygiène, mais aussi de qu'est-ce qu'on fait des cadavres. Parce que bien sûr, en période d'épidémie de peste, beaucoup de gens mouraient. On mourait par centaines, par milliers par jour, ce qui faisait que les villes se vidaient énormément. Et du coup, qu'est-ce qu'on faisait des malades? Alors, je reviens un peu sur ce que je dis, ce que disais dans mon introduction sur la peste. Malheureusement, les malades, la plupart du temps, finissent dans des fosses communes, le plus loin possible des structures, le plus loin possible des villes, parce que les cimetières sont pleins à craquer, tellement qu'il y a de morts. Des fois, on entassait les gens à 2 ou 3 dans un cercueil, et quand ce n'était plus possible, c'était la fosse commune. Malheureusement, c'est très souvent le cas. C'est pour ça qu'il y a énormément de charniers qui ont été découverts avec beaucoup de corps, parce qu'on n'avait pas la place dans les cimetières pour les y mettre. On va dire, ce suramas de corps faisait que le personnel était complètement dépassé. On voyait, ça ne change pas, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle dans les grosses épidémies. Quand il y a beaucoup de morts, on sait, le personnel est rapidement dépassé, on ne sait plus où mettre la tête. Là, c'était la même chose. Néanmoins, cela montre également que le processus de quarantaine s'est renforcé, ce qui, pour l'époque, n'est pas une grande première, mais ça donne quand même un peu de l'espoir quant à la prise en charge des malades. Comment on fait pour désinfecter, on va dire, désinfecter les hôpitaux et tout ça? Tout simplement désinfecter par le feu, par le feu en premier lieu, et puis on utilisait surtout des parfums. Alors, quand je dis par le feu, c'est-à-dire que bien souvent on brûlait tous les effets personnels, tous les draps, les meubles et tout, surtout au moment de peste, on brûlait tout pour ne pas qu'on va dire que la maladie s'installe. Sauf que, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, malheureusement, ce n'était pas la chose la plus efficace à faire. L'usage des parfums, ça se retrouve un peu dans la théorie de la corruption de l'air, c'est-à-dire qu'on cherche à éliminer les microbes ambiants. C'est quelque chose qui maintenant peut sembler aberrant, mais pour l'époque, c'était une des façons de se débarrasser des maladies. À cela, par exemple, pour les malades qui ne souhaitent pas aller en hôpital, il faut également souligner l'usage de la chaux. La chaux était utilisée pour un peu tout et n'importe quoi, surtout pour désinfecter les murs, pour désinfecter tout. Et la chaux, je ne vous apprends rien, ça brûle énormément. Maintenant on s'en sert pour d'autres usages, mais à l'époque, c'était vraiment la matière la plus forte que nous ayons. On peut souligner aussi l'usage d'encens, qui peut être l'équivalent de nos parfums actuels, mais c'est l'équivalent, pas des parfums actuels, je veux dire, mais l'équivalent des parfums déjà utilisés. Mais c'était toujours dans cet esprit de vouloir assainir le plus possible pour pas que la maladie se propage. Et concernant les médecins sont rapidement dépassés par l'ampleur de la maladie, surtout de la peste. Je vous rappelle que les médecins de l'époque étaient des intellectuels et non pas des médecins comme nous l'entendons maintenant. Ils sont dépassés, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ça reste la peste en elle-même, autant la lèpre, on la connaît, on sait l'appréhender, mais la peste, on ne sait pas, on ne sait plus. Donc les médecins sont complètement perdus, ils ne savent pas comment l'appréhender, ils ne savent pas comment ça se soigne. Se baser sur les écrits anciens, ça va un peu, mais ça ne nous donne pas toutes les réponses que l'on souhaite. Donc il y a le facteur inédit, si je peux dire, de la chose. À côté de l'hôpital Lagrave, on peut mentionner l'hôpital Dieu Saint-Jacques, qui fait partie, lui aussi, d'un des principaux hôpitaux de Toulouse, et qui est peut-être celui qui est peut-être pas le plus connu, mais qui a quand même été le deuxième hôpital qui a le plus accueilli de pestiférés durant ces périodes-là. Son personnel était à la fois composé de clercs et de laïcs, mais comme dans tous, mais ça restait l'hôpital en fait qui était le plus pas le plus demandé, mais le
le plus connu de l'époque, si je peux dire. Pour finir avec cela, je vais revenir quelque peu sur les léproseries, plus en détail. Même si la lèpre commence à reculer, parce que la peste a un petit peu gommé, on va dire, la mise en avant de la lèpre, la lèpre existe toujours. Il y a toujours des structures. Et ces structures, comme je l'ai expliqué précédemment, elles sont une petite dizaine à Toulouse. Certaines sont mentionnées plus que d'autres dans les sources et dans les annales, mais on en dénombre à peu près une petite dizaine. On trouve par exemple, par exemple, la plupart du temps, on les trouve aux principales portes de la ville. Toutefois, je souligne quand même que, même si elles sont une petite dizaine à Toulouse, de ce qu'on peut en dénombrer, certaines ont quand même disparu au XIVe siècle. Elles sont plus que 7 à peu près. Donc elles étaient 10 au XIIIe et 7 après au XIVe. Donc on a la léproserie de Saint-Cyprien, on a la léproserie de la porte d'Arnaud Bernard, on a la léproserie de la porte Ponzonville, la léproserie de la porte Matabio, la léproserie de la porte du château Narbonne, la léproserie de la Dorade, la léproserie de la Madeleine, et pour terminer, la léproserie de la porte Ville-Nouvelle. Oui, j'ai mes notes là parce qu'il y en a pas mal. Donc, ça montre que ces différents établissements étaient à des points stratégiques. Saint-Cyprien, à l'époque, était un faubourg. Arnaud Bernard était pareil, donc c'était pas au centre de la ville, au centre-ville, carrément, comme on peut l'entendre. C'était vraiment dans les quartiers assez, pas ni trop éloignés, ni trop éloignés, ni trop proches. C'était vraiment les faubourgs de la ville. C'était peut-être aussi les endroits où la population tendait un petit peu à se vider, notamment au moment de la peste. Et c'est peut-être aussi quelque peu stratégique, parce que là où on concentre le plus de malades, où on concentre peut-être les cas où on concentre le plus de malades, surtout pendant la peste, ou peut-être aussi selon où on habite, on pouvait envoyer les malades de telle ou telle manière. Mais à côté de ces léproseries, on trouvait aussi des maisons de lépreux, qui étaient 3 maisons de lépreux. Vous allez me dire, mais les maisons de lépreux, ben, comme je vous l'ai expliqué, c'est des petites annexes, c'est des léproseries, mais plus petites, comme des annexes en fait. On avait la maison de lépreux de la porte d'Arnaud Bernard, on avait la maison de lépreux des lépreux de Saint-Cyprien, et la maison des lépreux de Toulouse, qui elle par contre, si je me souviens bien du plan que j'avais vu, était carrément au centre de la ville. Donc vous aviez les léproseries qui étaient loin du centre-ville, mais vous aviez des petites annexes qui étaient peut-être beaucoup plus près et qui peut-être, selon la capacité d'accueil, pouvaient amener des personnes plus proches, si je peux dire ça comme ça. Donc, dans ces léproseries, si on regarde un peu plus près, on y trouve quoi? Ben déjà, il y a un grand nombre de malades de la lèpre, certes, mais comme je vous l'ai expliqué, il y a également eu des dérives, c'est-à-dire qu'on y trouve également des personnes saines. Donc, probablement des personnes ayant été en contact avec des malades ou des personnes qu'on soupçonne être malades. Donc, en fait, c'est des endroits qui, même si pour un temps ont été bénéfiques, ont fini peut-être par avoir un effet un peu pervers. Donc, comme je vous l'ai dit, la maladie recule, la maladie a tendance un petit peu à s'atténuer, ce qui fait que, on va retrouver un peu de tout aussi. Donc, pendant la peste, ces structures peut-être ont tendance à être des annexes peut-être aussi aux hôpitaux. C'est-à-dire que quand les hôpitaux sont surchargés, et je vous rappelle que les hôpitaux, il y avait l'Hôtel-Dieu, il y avait Sainte-Radegonde, et il y avait la Grave, et puis il y en a un autre, ils sont 4 à l'époque, ils sont plus que 4 parce qu'il y en avait plus.
sont surchargées, surtout que il n'y avait pas autant de lits, pas autant de capacité d'accueil, donc les maisons de lépreux ont peut-être été, et même les léproseries en général, ont peut-être été des formes d'annexes aussi pour ces maisons-là, enfin pour ces structures-là. Donc, c'est difficile un petit peu de se faire vraiment une idée de la capacité d'accueil des lépreux en léproserie, surtout au XIVe, XVe siècle, en sachant que vous aviez des personnes saines, vous aviez aussi des enfants de lépreux, donc vous aviez un peu de tout. Même si les registres de léproserie nous en apprennent beaucoup, ça reste néanmoins pas suffisant pour se faire une idée. Et puis, si vous trouviez autant de personnes dans les léproseries, c'est tout simplement que la loi obligeait les lépreux à aller en léproserie, tout simplement. Même si vous souhaitiez rester chez vous, ça restait très compliqué, surtout si la loi vous l'imposait, ou si les autorités de la ville l'imposaient. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Bon, déjà, on va pas faire une conclusion peut-être de façon générale sur cette partie, mais on en fera une beaucoup plus grande. Mais ce qu'on peut dire quand même, peut-être pour faire une mini-conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre les traitements faits aux lépreux et les traitements faits aux pestiférés. L'une a donné le pied à l'étrier pour l'autre, c'est ce que je disais depuis le début, ce qui fait qu'on retrouve des caractères similaires, des comportements similaires, des façons de penser similaires, donc ce qui fait que c'est intéressant de s'y pencher dessus parce que ça permet aussi de voir un peu, de se faire une mentalité, de voir un peu, de se faire une idée plutôt de la mentalité de l'époque. Surtout vis-à-vis des maladies contagieuses comme ça. Et ça, c'est quand même très intéressant. Ça va nous donner, pour la prochaine vidéo qui suivra, ça va nous donner un peu une espèce d'arrière-fond sur quoi, en fait, s'inscrit la pratique testamentaire, surtout dans ces cas de figure-là. C'est ça qu'on peut faire comme conclusion pour faire on va dire pour faire la transition vers la prochaine vidéo. Donc, écoutez, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse par avance pour la longueur, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que toutes les vidéos sur ce thème-là sont des vidéos podcast. Vous pouvez vous les mettre en fond quand vous faites votre ménage ou quand vous vous rangez ou faites des choses comme ça. Ce n'est pas des émissions, ce n'est pas des épisodes à proprement parler, ce sont des vidéos podcast. Donc, n'hésitez pas à me dire peut-être ce que vous en pensez, à liker la chaîne si c'est pas encore fait. D'ici là, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!